Bienvenue à nouveau. Nous sommes de retour avec Saïd Mohamed Marandi, professeur à l'Université Téhéran et ancien conseiller de l'équipe iranienne de négociation nucléaire. Merci d'être revenu parmi nous. Merci beaucoup de m'avoir invité, Glenn. C'est toujours un honneur. Eh bien, je voulais vous interroger au sujet des menaces qui ont été proférées contre l'Iran. Mais avant d'en arriver là, j'ai aussi vu ces photos et vidéos atroces en provenance de Syrie. Il semble qu'il y ait eu un regain de présence de combattants de l'État islamique. Et nous voyons également des vidéos et des images de Kurdes en train d'être massacrés. La couverture médiatique n'a pas été très bonne à ce sujet. Alors je me demandais si vous pouviez nous éclairer sur ce qui se passe réellement là-bas. Eh bien, ce n'est pas quelque chose de très surprenant. En fin de compte, il était clair que le régime de Damas, qui est Al-Qaïda, composé d'anciens membres d'Al-Qaïda, de l'État islamique et d'autres groupes similaires, ne tolérerait pas les forces kurdes soutenues par les États-Unis. Nous avons déjà vu ce qu'ils ont fait sur la côte à d'autres minorités, les Alaouites et les chrétiens, et dans le sud, aux Druzes. Ainsi, les images qui nous parviennent de Syrie, bien que très troublantes, ne sont pas surprenantes. Ce qui est le plus important, à mon avis, c'est que les États-Unis n'ont pas soutenu leur allié. Et cela, bien sûr, montre une fois de plus que les Iraniens répètent depuis longtemps aux Kurdes d'Irak et de Syrie que les États-Unis ne sont tout simplement pas un partenaire fiable. Et même si vous êtes liés aux États-Unis et leur restez fidèles, le moment venu, ils vous abandonneront. Nous l'avons vu lorsque Daesh prenait le contrôle de l'Irak. La ville d'Erbil, où se trouvait le gouvernement kurde local dans le nord du pays, était sur le point d'être capturée. Le gouvernement a demandé le soutien des États-Unis et Obama a refusé. Quand la ville était sur le point de tomber, ils ont lancé un appel désespéré au général Soleimani, qui a immédiatement envoyé des troupes, des armes et des munitions, sauvant ainsi la ville. Les États-Unis, le moment venu, trahiront très facilement leurs partenaires dans cette région. Le seul partenaire qu'ils ne trahiront pas, bien sûr, c'est le régime israélien. Tout est fait plus ou moins pour eux. Mais maintenant, les nouvelles en provenance de Syrie indiquent que les prisonniers de l'État islamique ont tous été libérés. Des milliers d'entre eux sont désormais libres. Et il est clair que cela signifie qu'il y aura une instabilité bien plus grande en Syrie et peut-être en Irak. Or, puisque Jolani et les groupes kurdes du nord-est de la Syrie sont alliés aux États-Unis, il n'est pas clair de quel côté provient la libération de ces membres de l'État islamique. Mais dans tous les cas, ceux qui les ont libérés sont alignés sur les États-Unis. C'est certain, car les deux camps de ce conflit se trouvent désormais dans le camp américain. La question est donc, pourquoi les troupes de l'État islamique ont-elles été libérées et quels projets ces membres doivent-ils désormais accomplir? Vous avez mentionné l'Irak tout à l'heure, en parlant du fait que les États-Unis n'étaient pas intervenus la dernière fois, mais il semble qu'il y ait, sinon de la panique, du moins certaines précautions prises par les Irakiens, puisqu'ils sécurisent désormais la frontière avec la Syrie. Est-il possible que ces forces djihadistes, soutenues par les États-Unis, c'est-à-dire l'État islamique, se répandent en Irak, ou bien iront-elles dans l'autre direction, vers le Liban? Quelles conséquences pensez-vous que cela aura? Eh bien, puisque l'État islamique et Al-Qaïda n'ont jamais agi contre le régime israélien, ni contre l'OTAN ou la Turquie, la seule chose qui vient à l'esprit est l'Irak, peut-être aussi l'Iran, la Syrie et le Liban. Nous savons que Jolani s'efforce beaucoup de faire pression sur le Hezbollah en coordination avec les États-Unis.
Et nous savons également que les États-Unis sont mécontents des résultats des élections en Irak, car lors des récentes élections législatives, les alliés de l'Iran ont obtenu de très bons résultats. La participation a été élevée, étonnamment élevée, du moins pour beaucoup. Apparemment, les sondages réalisés auparavant indiquaient déjà que la participation serait forte, et les alliés de l'Iran ont fait bien mieux que lors du précédent Parlement. Certains pensent donc que cette force de l'État islamique, ou ces membres de l'État islamique, pourrait être utilisée pour exercer une pression non seulement sur le Liban, mais aussi sur l'Irak, afin que le gouvernement irakien ne se rapproche pas davantage de l'Iran. Tilt closer towards Iran. Eh bien, qu'est-ce que cela signifie pour l'Iran? Comment va-t-il, je suppose, réagir à cela? Il n'a évidemment plus la même présence en Syrie qu'autrefois, mais il a des alliés à la fois au Liban et en Irak. Donc, est-ce que cela va impliquer l'Iran d'une manière ou d'une autre, ou pas pour le moment? Well, Iran does have a massive Eh bien, l'Iran dispose effectivement d'importantes capacités en matière de missiles et de drones, comme nous l'avons vu pendant la guerre de 12 jours. Il les a également utilisés par le passé contre l'État islamique en Syrie. Donc c'est une possibilité pour l'avenir. Mais, comme vous le soulignez à juste titre, l'Iran n'a plus de présence en Syrie. Sa présence là-bas visait à combattre l'État islamique, et l'Iran et ses alliés ont vaincu ce groupe. Après cette défaite, Trump a assassiné le général Soleimani. Si vous vous en souvenez, il y avait une célèbre couverture de Newsweek montrant le général Soleimani avec un titre indiquant qu'il détruisait l'État islamique. C'est pour cela que l'Iran était là au départ, pour se débarrasser de ces extrémistes. Mais maintenant que l'Iran n'y est plus et qu'un gouvernement allié à l'État islamique est au pouvoir, la situation va être très différente. It's going to be a very different situation. So the only thing that Iran can possibly do Ainsi, la seule chose que l'Iran puisse éventuellement faire, si la situation devient très grave sur un front particulier, c'est d'utiliser ses capacités en matière de missiles et de drones. Mais il aidera aussi certainement ses alliés au Liban et en Irak à se protéger. Il faut également prendre en compte qu'il y a en Syrie un très grand nombre de personnes qui ont toujours été affiliées ou associées à l'Iran, bien plus de 150 000. Pour l'instant, les Iraniens ne sont pas impliqués. Mais il est possible que si Daesh devenait extrêmement dangereux ou menaçait la sécurité nationale de l'Iran ou de ses alliés, l'Iran change de position. Pour le moment, cependant, je ne vois pas l'Iran très impliqué dans ce qui se passe. Il observe assurément la situation de près. Mais je pense que le point le plus important à retenir, c'est que ces milliers de combattants de Daesh ont été libérés par des alliés américains. Quelle que soit la manière dont on le présente, ce sont les alliés américains qui ont libéré ces personnes. Oui, eh bien, il y a eu beaucoup d'efforts pour réhabiliter, ou rebranding est sans doute un mot plus juste, Jolani. Mais oui, je pense qu'il sera difficile de faire de cela la base d'un gouvernement stable, prospère et unificateur. En ce qui concerne l'avenir de l'Iran, cependant, il semble que les manifestations et les émeutes aient pris fin depuis un certain temps et que l'occasion pour les États-Unis et Israël de frapper l'Iran alors qu'il régnait un sentiment de chaos ou d'instabilité semble être passée. Néanmoins, les objectifs de changement de régime demeurent. Trump a même évoqué la nécessité d'un nouveau leadership en Iran, affirmant que c'était sa décision. Et nous avons également entendu des menaces de la part de Lindsey Graham concernant l'élimination du dirigeant, Khamenei. Je crois qu'il a utilisé l'expression selon laquelle il voulait que les États-Unis déchaînent l'enfer sacré, ce qui est une terminologie intéressante. Alors, comment voyez-vous l'Iran réagir à ces menaces? Responding to these threats? Eh bien, l'Iran considère tout cet épisode comme un complot conjoint
entre les États-Unis et Israël, dans lequel les services de renseignement britanniques étaient clairement impliqués, et il est possible que les services de renseignement français l'aient été également. Tout a commencé par une chute soudaine de 30 à 40% de la monnaie iranienne, et il était évident que les Américains manipulaient la devise depuis les Émirats arabes unis, la région kurde en Irak, et même depuis la ville d'Herat en Afghanistan. Comme il y avait soudainement une pénurie de dollars pour les Iraniens, la monnaie iranienne s'est effondrée en raison de la forte demande et du manque de devises étrangères. Puis, tout de suite après, de petites manifestations ont éclaté, pacifiques pendant quelques jours. Il n'y a pas eu d'arrestation. Mais ensuite, nous avons eu cette infiltration soudaine d'émeutiers et de terroristes qui étaient très bien entraînés. Beaucoup d'entre eux avaient été financés depuis l'étranger par le biais de Bitcoin et d'autres moyens. Ils avaient reçu une formation en ligne et certains s'étaient également rendus à l'étranger pour s'entraîner. Peu à peu, les manifestations se sont éteintes. À mesure que la violence s'aggravait, les manifestants se sont en quelque sorte dissipés. Dans les dernières phases des émeutes, il ne restait principalement que les émeutiers, ainsi que quelques jeunes des quartiers en quête d'excitation et des gens ordinaires marchant dans les rues. Ces émeutiers tiraient sur la police depuis la foule, attaquaient les commissariats et tuaient les agents à l'intérieur. They killed police officers in police stations. They attacked military bases. Ils ont attaqué des bases militaires. Ils ont pris quelques petites bases à Téhéran. Ils ont également détruit de nombreux bus publics et privés, ainsi que des biens privés, des ambulances et un grand nombre de camions de pompiers. C'était parce qu'ils voulaient que les incendies se propagent. Dans ces incendies, des gens sont morts. Dans une clinique, une jeune infirmière a été brûlée vive. Dans une mosquée, ils ont encerclé 2 jeunes hommes et les ont brûlés vifs. Ces émeutiers et terroristes tiraient simplement sur les gens au hasard. Un de mes amis, médecin, a dit que la plupart des personnes qu'il avait opérées avaient été blessées par des tirs de pistolet à bout portant. Et il était clair que les coups de feu ne provenaient pas de la police, mais de la foule elle-même. And that it was from within the crowds. So these people wanted to have chaos. Ces gens voulaient le chaos, la destruction et la mort afin de justifier la guerre. La monnaie s'est effondrée, les émeutes ont éclaté, puis il y a eu cette mobilisation soudaine des médias occidentaux et même des personnes comme AOC, la prétendue progressiste, et Levin. Tous deux disaient, comme tous les autres d'ailleurs, que nous devrions aider le peuple iranien. L'idée ici, c'est qu'il s'agissait d'un complot élaboré pendant la campagne du Nouvel An, lorsque Netanyahou est allé en Floride rencontrer Trump. Eh bien, si vous regardez CNN ou Fox News, il semble y avoir un consensus parmi les démocrates et les républicains, selon lequel l'objectif des États-Unis en Iran est d'apporter la liberté et la démocratie au peuple iranien, de le libérer de son gouvernement. Une vision plus cynique, cependant, s'inspire du modèle syrien. Simplement installer un gouvernement qui serve les intérêts américains dans la région. Alors, selon vous, quel est l'objectif ultime ici pour l'Iran? Est-il économique? S'agit-il simplement d'un changement de régime, mettre en place un autre Shah, quelqu'un capable de contrôler un Iran unifié sous son autorité, soutenu par les États-Unis comme instrument de puissance? Ou bien cela n'est-il pas possible? En d'autres termes, l'objectif serait-il de faire ce qui semble se profiler pour la Syrie, la désintégration du pays, le fragmenter en différentes parties. Parce que vous avez vu ces deux objectifs évoqués dans les médias comme des scénarios possibles de ce qui pourrait être entrepris contre l'Iran. Je me demandais quelle était votre opinion à ce sujet. Well, I think it's pretty clear that
Je pense que c'est assez clair. Tout d'abord, ils ont admis que le Mossad était sur le terrain, et évidemment, d'autres agences de renseignement y étaient aussi. Le Mossad lui-même a publié une déclaration en persan, affirmant qu'ils étaient sur le terrain avec les émeutiers, ou ceux qu'ils appelaient les manifestants. L'ancien directeur de la CIA a également déclaré que le Mossad était sur le terrain avec ses émeutiers. Et la chaîne 14 en Israël a diffusé un reportage et publié un message affirmant essentiellement qu'un pays étranger, ou plusieurs, avait introduit des cargaisons d'armes, et que c'est pour cette raison que des centaines de policiers et d'agents de sécurité ont été tués. Ils reconnaissent donc le massacre de policiers, plus de 300 au moins, des agents de la loi et de la sécurité. Et si vous, par exemple, regardez les États-Unis et multipliez, disons, la population, puisque celle de l'Iran représente environ un quart de celle des États-Unis, cela reviendrait à ce que 1200 à 1500 policiers soient tués en 2 jours. Imaginez quelle serait la réaction. Aux États-Unis, il y a eu cette jeune femme qui était dans sa voiture, tournant vers la droite, et qui a été abattue en plein visage. Et au moins la moitié du pays, à peu près, et Trump lui-même, a déclaré que l'agent de l'ICS était justifié de lui tirer dans le visage parce qu'elle n'avait pas assez tourné à droite, quoi que cela veuille dire. Mais en Iran, ils ont tué des centaines de personnes. Et pourtant, les médias occidentaux continuent d'affirmer qu'il s'agissait uniquement de manifestants pacifiques, des centaines d'agents et de nombreuses personnes innocentes également. Ainsi, même si nous avons des preuves provenant des médias occidentaux indiquant qu'il s'agissait de manifestants pacifiques et que la police abattait simplement des gens ordinaires, les Israéliens ne sont pas du même avis. Ils assument en quelque sorte la responsabilité de ce qui s'est passé. Je pense que l'hypothèse était qu'ils s'attendaient à beaucoup plus de succès. Ce qui s'est produit, et je pense que cela a surpris les Israéliens, les Américains et les Britanniques, c'est que les Iraniens, soudainement, dans la nuit de jeudi, alors que la situation devenait très grave, ont riposté. Les véritables émeutes, les morts et les destructions ont eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi. Les chiffres de jeudi soir étaient beaucoup plus élevés. Vendredi soir, les chiffres à travers le pays étaient bien plus faibles, environ un tiers de ceux de jeudi soir, mais ils étaient très, très violents. Ainsi, jeudi soir, les Iraniens ont coupé Internet, et littéralement en moins de 24 heures, les chiffres ont chuté rapidement. En l'espace de, disons, 36 heures, voire moins, peut-être 28 heures, tout s'est terminé. Je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ce que l'Iran coupe Internet. Ensuite, les Iraniens ont également réussi à bloquer les connexions Internet d'Elon Musk vers les différents groupes à l'intérieur du pays. Et cela les a surpris. Comme ils se sont retrouvés sans direction, puisqu'ils étaient coordonnés depuis l'étranger, les différents groupes ont reçu l'ordre d'aller dans des endroits différents. La police se trouvait d'un côté de la ville et on lui a ordonné d'aller de l'autre. Par exemple, ils engageaient la police dans une zone, puis partaient et incendiaient un marché ailleurs. À Rasht, ils ont détruit tout un marché. 10, 11, 12 boutiques, toutes disparues. Alors quand ils ont coupé les communications, c'était comme une poule sans tête. La violence intense du vendredi soir a été menée par environ un tiers des personnes impliquées le jeudi. Mais ensuite, tout s'est éteint. Depuis samedi dernier, nous n'avons plus d'émeutes ni de violence. Je veux dire, en ligne, j'entends toutes ces absurdités. Maintenant, ils prétendent même que des armes chimiques sont utilisées. Mais depuis samedi dernier, tout est calme. Mais le point que je voulais souligner, c'est qu'il existe différents groupes en Iran et que ces groupes se détestent entre eux. Il y a l'organisation terroriste MEK qui est extrêmement impopulaire en Iran.
Ce sont les gens qui, alors que Saddam Hussein envahissait notre pays, ont lancé une insurrection militaire contre lui. Ensuite, ils sont allés en Irak et ont combattu pour Saddam Hussein contre leur propre pays. C'est donc l'un des principaux groupes présents sur le terrain en Iran. Est-ce qu'il deviendra un jour populaire? Bien sûr que non. Ils ont combattu pour l'ennemi du pays. Ensuite, il y a les monarchistes, le fils et le petit-fils de deux monarques très impopulaires en Iran, dont la famille a volé des milliards de dollars en quittant le pays et qui s'est récemment rendu en Israël, est allé au mur des lamentations et surtout a appelé Trump à attaquer le pays. La grande majorité des Iraniens va-t-elle jamais soutenir que les États-Unis bombardent l'Iran? Bien sûr que non. Vous avez donc les Moudjahidines du peuple, qui sont extrêmement impopulaires. Vous avez Reza Pahlavi, qui n'a aucune crédibilité, est très impopulaire et n'est pas une personne très intelligente. Il a de nombreux problèmes familiaux qui le rendent ridicule aux yeux de beaucoup. Et puis il y a les groupes Takfiri, des restes de l'État islamique, et ces gens venus de la frontière entre le Pakistan et l'Iran qui sont encore actifs. Et vous avez les groupes séparatistes kurdes. Lequel de ces groupes aurait jamais le soutien populaire en Iran? Aucun d'entre eux. Ce que font les États-Unis et le régime israélien, c'est utiliser un mélange hétéroclite de différents groupes qui ne peuvent pas s'entendre entre eux. Ils sont tous impopulaires auprès de la grande majorité des Iraniens et leur seul objectif est de provoquer des dégâts et de la destruction. Donc disons, hypothétiquement, que si la République islamique venait à tomber, cela ne mènerait pas à un pays uni, car aucun de ces groupes n'a de crédibilité. Ainsi, l'hypothèse, je pense, est que l'objectif, mon hypothèse, est de fragmenter le pays, de le laisser s'effondrer. Et je pense que ça correspond aux intérêts du régime israélien, comme nous l'avons vu en Syrie, comme nous l'avons vu en Irak, où ils ont tenté d'affaiblir l'autorité centrale après l'invasion et de créer une constitution qui ne permet pas à l'Irak d'être très fort. Je pense que l'objectif global du régime israélien est de fragmenter les pays de la région, Asie occidentale, Afrique du Nord, afin de pouvoir régner sans partage. Il me semble évident que lorsque l'on s'appuie sur des groupes impopulaires, Takfiri, ISIS, séparatistes kurdes, groupes terroristes, les Moudjahidines du peuple, MEK, qui ont combattu pour Saddam Hussein contre leur propre pays, et le fils du Shah appelant à bombarder le pays, aucun d'entre eux n'est crédible. Et donc, je pense que l'objectif est simplement de déstabiliser le pays, de trouver un prétexte pour frapper et bombarder l'Iran. Et ensuite, s'ils prennent le dessus, continuer à bombarder l'Iran, comme le régime israélien a bombardé la Syrie. Mais ce que nous avons vu lundi dernier était très intéressant. Pendant les émeutes, nous avons vu de nombreuses contre-manifestations contre les émeutiers, et elles étaient bien plus importantes dans les différentes villes où les émeutes ont eu lieu. Puis, lundi dernier, nous avons eu une journée nationale de manifestations contre les émeutiers, et elles ont été massives, sans précédent, vraiment. À Téhéran, il y avait entre 2, 3 et 3 millions de personnes. Et quand je partais, car j'y suis allé, des gens essayaient encore d'y arriver. Ils étaient coincés dans les embouteillages. C'était incroyable. Il a fallu quelques heures pour y aller et quelques heures pour revenir. Beaucoup de gens ont des difficultés. Nous subissons des sanctions. Pourtant, de nombreuses personnes s'y sont rendues et y ont passé la moitié de la journée, même si c'était un jour de travail, pas un week-end. Il y a donc eu ces immenses rassemblements favorables à la République islamique, à la Constitution et aux institutions de l'État dans toutes les villes. Ce n'était pas seulement un endroit où des gens d'autres villes se rejoignaient. Chaque ville avait son propre événement. Les foules étaient peut-être sans précédent, et il est assez clair que le sentiment populaire est du côté de la République islamique.
Cela ne signifie pas que tous ces millions de personnes, peut-être des dizaines de millions à travers le pays, qui sont descendus dans la rue partagent une seule et même vision de l'avenir. Certains ne voteront peut-être pas, certains voteront pour un parti, d'autres pour un autre. Mais dans tous les cas, c'était un vote de confiance envers l'État et une condamnation des émeutiers. L'événement a été diffusé en direct sur différentes chaînes de télévision et stations de radio. Press TV, par exemple, a assuré une couverture continue tout au long de la journée à Téhéran et ailleurs. Al Jazeera était là, RT était là, CGTN et CCTV étaient là, les médias turcs aussi. Al Mayadeen était également présent. Il était donc clair comme de l'eau de roche où se situait la population. Mais encore une fois, les médias occidentaux n'ont cessé de répéter le même récit. Et ils utilisaient d'ailleurs, les médias occidentaux, après ces immenses rassemblements de lundi, ont commencé à utiliser ces images lorsqu'ils parlaient des émeutiers et des soi-disant manifestants. Et je dis soi-disant parce que les émeutiers et les manifestants n'étaient pas les mêmes. Les manifestants étaient pacifiques. Lorsqu'ils manifestaient, personne n'a été arrêté. Les émeutiers, eh bien, c'était une toute autre histoire. Tout à l'heure, je regardais la télévision iranienne avant notre discussion, et ils ont invité une femme qui avait été blessée au visage par les émeutiers. Son mari était juste à côté d'elle. Ils avaient utilisé, je crois, une arme à plomb, et il y avait toutes sortes d'éclats dans son visage. Elle et son mari ont dit que la personne qui lui avait tiré dessus était très professionnelle. Il lui a tiré dessus, et il lui a tiré dessus à lui aussi. Je n'ai pas tout regardé parce que je me préparais à vous parler, mais je crois qu'il a aussi tiré sur le mari. Le mari a dit que le tireur était très calme et très professionnel et qu'il savait exactement ce qu'il faisait. Cela s'est passé dans le quartier de Narmak, à l'est de Téhéran. Quoi qu'il en soit, le fait est que les médias occidentaux continuent de prétendre que tout cela était pacifique, comme s'il s'agissait de manifestants paisibles marchant dans la rue et que l'État les avait simplement abattus. C'est le récit qu'ils veulent, parce que c'est celui qui les arrange. Et c'est un récit dans lequel, dans les médias dominants, peu résistent, car ceux qui en font partie, généralement ceux qui sont opposés à la guerre, vont dire « Oui, ils sont mauvais, mais ne les bombardons pas. Maduro est mauvais, mais n'attaquons pas le pays. » Et je trouve ces gens tout aussi mauvais, voire plus mauvais et nuisibles que les néoconservateurs, car d'une manière indirecte, ils légitiment ou tentent de légitimer la guerre en diabolisant l'autre camp. Alors qu'en réalité, ceux qui sont sinistres, ce sont ceux qui imposent des sanctions, que ce soit à l'Iran ou au Venezuela. Ceux qui sont sinistres, ce sont ceux qui envoient des terroristes ou bombardent des bateaux. Qui sait s'il s'agit de pêcheurs ou de contrebandiers? Nul ne le sait. Et ainsi de suite. Mais en tout cas, le fait est que les médias occidentaux continueront à diffuser le même récit. En réalité, cet épisode a été très douloureux. Beaucoup de personnes sont mortes et beaucoup d'autres ont été blessées. Mais au final, je pense que les rassemblements de lundi dernier ont montré que la nation est très unie. Et c'est probablement l'une des raisons. Je pense qu'il y a deux raisons pour lesquelles les Américains sont prudents à l'idée d'attaquer l'Iran. Premièrement, ils ont vu les immenses manifestations contre les émeutes à travers le pays. Et deuxièmement, d'après ce que je comprends, les Iraniens ont informé les Américains par plusieurs canaux que s'ils lançaient une attaque contre l'Iran, cela signifierait une guerre totale. Et si nous avons une guerre totale, cela veut dire qu'il n'y aura plus de pétrole ni de gaz provenant de cette région du monde pour les marchés mondiaux. Et je pense qu'il est clair que cela mènerait à un effondrement économique mondial. Et c'est probablement ce qui rend les Américains très prudents. Mais ici, en Iran, personne ne croit à rien de ce qui vient de Washington,
ou des journalistes ou médias proches de la Maison-Blanche. D'abord parce que Trump est instable. Il change constamment d'avis. Nous venons de voir sa lettre où il disait aux Norvégiens « Maintenant que vous ne m'avez pas donné de prix, je vais devenir plus belliciste et tuer davantage de gens. » C'est Trump, tout simplement. Donc les Iraniens se préparent, et ils se préparent au pire. Ils se tiennent prêts à mener des frappes majeures contre des cibles dans toute la région. Et ces petits pays, qui abritent des bases américaines, les Iraniens les considèrent comme complices. Et cela n'augure rien de bon pour aucun d'entre eux. En ce qui concerne la couverture médiatique, j'ai effectivement vu des reportages étranges. Il y avait des photos de certains dirigeants politiques iraniens marchant avec les manifestants. Et cela a ensuite été présenté comme « Regardez, la direction politique commence déjà à faire défection dans une certaine mesure. Ils couvrent leurs arrières, montrent leur loyauté envers les manifestants. » Mais les manifestants n'étaient pas des opposants au gouvernement. Comme vous l'avez dit, il s'agissait des rassemblements pour l'unité qui ont eu lieu par la suite. Donc soit ils ne savent pas, soit ils sont trompeurs. Je ne sais pas ce qui est pire. Mais dans tous les cas, ce n'était pas une très bonne couverture de ce qui se passait. Je dois également souligner que les manifestations que nous avons vues, les premiers et deuxièmes jours en particulier, se sont déroulées pacifiquement. Le gouvernement l'a déclaré, tout comme le chef de l'État, le président, le porte-parole du gouvernement et d'autres, y compris le président du Parlement. Tous ont affirmé que les revendications, les préoccupations et les protestations des manifestants étaient légitimes. Nous devons donc les distinguer complètement des émeutiers et des terroristes qui sont descendus dans la rue plus tard et qui ont rassemblé autour d'eux des jeunes, des adolescents, ce qui, à mon avis, était en soi très criminel. Et il y a des preuves. C'est clair. J'ai publié sur mon compte Twitter des images montrant des prises de vue depuis l'intérieur des foules. Il y en a beaucoup de ce genre. J'ai également mis en ligne des extraits où ils ont abattu des policiers et frappé des hommes ordinaires qui marchaient dans la rue. Ils les attrapent et les tuent. Ils cherchaient à provoquer un maximum de dégâts et de chaos, à tuer le plus de gens possible, parce qu'ils voulaient préparer le terrain à un conflit militaire. Et comme je l'ai dit, les incendies faisaient rage, et chaque fois qu'un camion de pompiers se dirigeait dans cette direction, ils le détruisaient. Certains de ces camions de pompiers sont très coûteux. Et sous sanctions, il n'est pas facile pour l'Iran d'acheter à nouveau autant de camions de pompiers. Mais en tout cas, les manifestants sont une chose, les émeutiers en sont une autre. Et vous avez tout à fait raison. Les responsables gouvernementaux étaient présents à cette marche du dimanche. Ils participaient à ces immenses foules, ces marées humaines. Vous savez, cette mer de gens à Téhéran, que d'après ce que j'ai entendu, Musk essayait de faire passer pour de l'IA ou quelque chose du genre. Mais vous savez, ce n'est tout simplement pas possible. Les gens étaient là, les gens l'ont vu, il y avait une couverture en continu. Les Américains, vous savez, ne peuvent pas cacher cela. Ce que tu as dit tout à l'heure, et je pense que c'est très important, c'est qu'il n'y a en somme personne pour unifier ceux qui mèneraient à bien le changement de régime. Or, je trouve ça très significatif, car ça peut être perçu comme un indicateur d'intention. Autrement dit, s'il y avait vraiment quelqu'un qui voulait un changement de régime, mais pour, disons, les intentions altruistes qu'il avance, appelle-moi sceptique, mais admettons que ce soit le cas, alors il aurait fallu quelqu'un réellement capable d'unifier et de stabiliser l'Iran par la suite. Le fait que tous ces différents groupes ne s'entendent pas bien est, à mon avis, un bon indicateur que l'objectif ne serait pas de créer un Iran stable et prospère, mais plutôt un pays dont on peut briser l'échine et fragmenter l'unité.
Maintenant, si tel est le but, on espérait que les personnes participant à ces émeutes y réfléchissent à deux fois, car j'ai vu, comme vous l'avez dit, qu'elles sont très dispersées. Certains, bien sûr, parlent de restaurer la monarchie, ce qui est difficile à croire qu'il y aurait beaucoup de soutien pour cela. Mais même la lauréate du prix Nobel de la paix de 2003, Shirin Ebadi, a déclaré, dans l'esprit du prix Nobel de la paix, que les États-Unis devraient entreprendre une action militaire contre son propre pays. C'est, tu sais, si leurs objectifs sont altruistes, s'ils croient vraiment que la puissance militaire américaine peut apporter la liberté et la démocratie, alors je suppose qu'ils devraient examiner ce qui serait réellement possible dans leur vision, car cela ne semble pas très probable, comme tu l'as dit. Mais oui, laisse-moi poser une dernière question ici. Comment vois-tu la probabilité d'une guerre contre l'Iran à ce stade? Parce que, comme tu l'as mentionné, cela a peut-être effrayé les Américains, le fait qu'ils n'aient pas réussi à semer les divisions nécessaires. Mais il y a aussi la crainte de la manière dont l'Iran pourrait éventuellement riposter. C'est difficile à dire. Et d'ailleurs, je pense que cela résume tout ce qu'il faut savoir sur le prix Nobel de la paix. Non seulement cette année, où un Vénézuélien appelle à bombarder son propre pays, mais aussi parce que le lauréat iranien du prix Nobel de la paix d'il y a quelques années réclame la même chose. Le prix Nobel de la paix a toujours été un outil de l'Empire occidental. De temps en temps, ils l'ont peut-être attribué à quelqu'un de respectable, mais c'était seulement pour préserver leur crédibilité. Les Norvégiens sont profondément enracinés dans l'Empire. Bien sûr, maintenant, ce qu'il adviendra de l'Empire, du Groenland et de la guerre en Ukraine, et le type de carte que nous verrons, la manière dont les choses évolueront en Europe d'ici 2 ou 3 ans, c'est une toute autre question. Mais je pense qu'en Iran, on part du principe qu'il y aura une frappe, une attaque, une guerre. Je ne dis pas que cela va forcément se produire, mais les Iraniens ne vont rien risquer. Ils ne vont pas se montrer complaisants dans ces circonstances. Après tout, la guerre de 12 jours, l'attaque éclair, a pris l'Iran par surprise, et les Iraniens veulent s'assurer que cela ne se reproduira jamais. Et d'ailleurs, Glenn, les capacités de l'Iran face aux États-Unis sont bien supérieures à celles qu'il possède vis-à-vis d'Israël. Et l'Iran a vaincu les Israéliens, même s'il a été pris de court. Pourquoi est-ce que je dis cela? Eh bien, tout d'abord, les Israéliens ont perdu la guerre. Ce sont eux qui ont cherché un cessez-le-feu. Steve Bannon l'a souligné dès le lendemain, en disant que la véritable histoire, c'était que les Israéliens étaient en difficulté, surtout dans les derniers jours, et qu'ils avaient besoin d'un cessez-le-feu. Les États-Unis ont fait pression pour obtenir ce cessez-le-feu, tandis que l'Iran, lui, n'en a jamais demandé. Mais pourquoi les capacités militaires de l'Iran sont-elles bien plus orientées contre les États-Unis que contre le régime israélien? Parce que depuis des décennies, l'Iran se prépare à la guerre, contre une invasion américaine et contre l'hostilité des États-Unis, surtout depuis que ces derniers ont pris l'Afghanistan et l'Irak. Si vous vous en souvenez, un haut responsable américain avait un jour déclaré « Les vrais hommes vont à Téhéran ». L'Iran était constamment menacé. Toutes les options sont sur la table, était une expression que de nombreux dirigeants américains utilisaient. Axe du mal. Oui, l'axe du mal. C'est ainsi que l'Iran a commencé à construire à l'époque des bases souterraines pour drones et missiles. Les missiles longue portée que nous avons vus utilisés pendant la guerre de 12 jours peuvent être employés contre les Américains et contre les Israéliens, mais les missiles de moyenne et courte portée, ainsi que les drones de moyenne et courte portée, sont bien plus nombreux et beaucoup plus faciles à déplacer, stockés dans de nombreuses bases différentes, profondément enfouies sous terre. Ils sont tous orientés vers le golfe Persique et l'océan Indien. Ainsi,
La puissance de feu que l'Iran a préparée pour une guerre potentielle avec les États-Unis est considérable. Et le golfe Persique n'est pas très large. Et c'est une situation très sensible. Tout ce pétrole et ce gaz proviennent du golfe Persique, et bien sûr, Ansarullah exerce une grande influence en mer Rouge. Nous les avons vus vaincre les Américains, et ils améliorent actuellement leur technologie et leurs capacités. Les alliés de l'Iran sont également renforcés en Irak. Ainsi, si l'Iran souhaite interrompre la production de pétrole et de gaz, il en a le prétexte, car tous les Émirats, le Qatar et les autres abritent des bases américaines. Si les États-Unis frappent, ils sont complices. Par conséquent, pour que l'Iran détruise tous les intérêts américains à travers l'Asie occidentale, ainsi que le pétrole et le gaz utilisés quotidiennement pour faire fonctionner l'économie mondiale, il lui serait très facile de le faire. Et il y a tant de capacités que l'Iran a développées dans le sud du pays, le sud-ouest et le sud, qu'il pourrait agir en quelques heures. À mon avis, s'il y a une guerre, des pays comme les Émirats et le Qatar tomberont très rapidement, car ils ont des populations très réduites, et la grande majorité des personnes vivant dans ces petits pays sont des étrangers, dont beaucoup sont des travailleurs sous contrat. Ils pourraient même prendre le contrôle du pays. Il pourrait devenir un pays non arabe, ou des pays non arabes. Ainsi, ce que l'Iran peut faire aux Israéliens est une chose. Ce que l'Iran peut faire dans le golfe Persique, l'océan Indien, la mer d'Oman et la mer Rouge est une toute autre affaire. Et si une guerre éclate, l'économie mondiale s'effondrera. Et déjà l'économie mondiale est en très mauvais état. Je pense que c'est à ce moment-là que les partisans de MAGA se tourneront vers Trump, car pour l'instant, MAGA a essentiellement mis de côté tous ses principes. On peut désormais tirer une balle dans le visage d'une femme blanche. C'est acceptable. On peut maintenant être belliciste, et tout ce qu'Epstein a fait est considéré comme acceptable. Ce n'est plus un problème. Mais lorsque les partisans de Trump, les plus fervents, ne pourront plus payer leur essence à la station-service et que leurs entreprises feront faillite, alors je pense que Trump verra les choses très différemment quant à l'idée de déclencher un conflit avec l'Iran. Merci. Mais en fait, laissez-moi glisser une dernière question. J'ai entendu des rumeurs à propos du Starlink d'Elon Musk, que lorsqu'il a été désactivé, il y avait aussi des spéculations selon lesquelles l'Iran aurait pu recevoir une aide de la Russie. Avez-vous entendu parler de cela ou en savez-vous quelque chose? J'ai entendu cela, mais je ne sais pas. Je n'ai aucune idée de la façon dont c'est fait. Évidemment, la Chine est aujourd'hui le pays le plus avancé technologiquement au monde, et il est possible qu'elle ait eu quelque chose à voir avec cela. Ils ont peut-être aidé les Russes, qui ont ensuite aidé les Iraniens, ou peut-être ont-ils aidé directement les Iraniens, ou peut-être que les Russes, après des années de conflit avec l'OTAN en Ukraine, ont réalisé une percée technologique, ou peut-être que c'étaient des scientifiques iraniens. Je ne sais pas, mais quoi que ce soit, je pense que cela a vraiment surpris les États-Unis. Il ne fait aucun doute que l'Iran, la Russie et la Chine se rapprochent les uns des autres. Et c'est clair pourquoi. Parce que les Américains menacent tout le monde. Et Trump, vous savez, sa lettre aux dirigeants norvégiens est une indication de la direction que prennent les États-Unis. Donc je ne pense pas que les politiques de Trump se termineront bien pour qui que ce soit. Je pense que cela ne mènera certainement pas à rendre l'Amérique à nouveau grande. Non, mais je pense que certains Européens continueront à le suivre. J'imagine que tu as aussi vu le message que Trump a publié de la part de Macron. C'était censé être un message privé où il disait, tu sais, nous te soutenons tous dans tes politiques contre la Syrie et l'Iran. Mais tu sais,
je ne comprends pas la partie sur le Groenland. C'est comme s'ils espéraient que s'ils montrent assez de loyauté, il épargnera les Européens. Ouais, donc en gros, ce que disait le président français, c'était « Regardez, on a détruit la Syrie ensemble. On peut bombarder l'Iran ensemble, mais laisser simplement le Groenland tranquille. » Leave Greenland alone. Oui. Eh bien, encore une fois, je pense que dans leurs efforts pour se créer un espace sûr, ils ignorent qu'ils ont contribué à nourrir ce monstre, qui finira aussi par se retourner contre eux. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci Glenn, c'est toujours un plaisir. Always a pleasure. Thank you. Merci infiniment de m'avoir invité et j'espère que nous connaîtrons tous des jours meilleurs. I hope that we all see better days.